Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire intitulé Souhaitez-vous améliorer la commercialisation de vos viandes? Cet événement s'adresse spécialement à vous, agricultrices et agriculteurs en production animale, qui souhaitez découvrir de nouvelles approches et stratégies pour mieux mettre en marché vos produits. Nous sommes en formule hybride aujourd'hui, et puis désolé un peu peu facouillage. Euh, On- c'est ça, il y a des personnes en ce moment en ligne et puis avec nous dès maintenant, puis les participants aussi dans nos salles qui ont été accueillis depuis 13 heures. Fait que je tiens à remercier chacun et chacune d'être présents. Donc, pour débuter, nous allons accueillir notre principal commanditaire euh, du réseau Agriconseil, Madame Laurence Tardif, directrice du réseau Agriconseil Laurentide. Il viendra nous présenter les services du réseau et son rôle dans l'accompagnement des entreprises agricoles. Laurence, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Laurence Tardif. Je suis la directrice du réseau Agri-Conseil Laurentide. Pour ceux qui nous connaissent moins, le réseau Agri-Conseil existe depuis 2006 et est présent dans 13 réseaux à travers le Québec. Pour ma part, je suis responsable pour l'ensemble des Laurentides. Le mandat du réseau Agri-Conseil, c'est en premier de faire du référencement, à savoir vous donner la possibilité d'avoir accès à des conseillers. Deuxièmement, des subventions qui pouvaient aller de 50 à 75 et aussi, compte tenu que les territoires et le Québec est grand, des frais d'éloignement, ça veut dire des frais de déplacement pour vos conseillers. Le type de service conseil qu'on peut vous aider, c'est en agro-environnement. On parle de PAA, on parle d'évaluation détaillée et ciblée, le GIEC. Régie des élevages, toutes les productions, lait, bovin, porc, les diagnostics, la génétique, les vérifications des systèmes de traite, la régie des cultures, toutes les cultures, autant la sériculture que les grandes cultures, le maraîcher, les petits fruits, les pommes. Donc, tout ça fait partie des services. En plus, au niveau de la gestion, du technico-économique et des finances, des diagnostics, des budgets, coûts de revient, aussi au niveau des ressources humaines. L'agrotourisme, profit et orientation d'une entreprise, l'attrait touristique, obtenir des partenaires et ses attraits touristiques, expérience client. Au niveau de la commercialisation, les outils de commercialisation, développer des stratégies de commercialisation, des diagnostics, des kiosques, rentrer dans des supermarchés ou avoir un kiosque en supermarché. Et la transformation alimentaire qui va du début de la recette jusqu'à la distribution et rentrer dans les marchés. Le réseau Agri-Conseil, pas juste Laurentide, mais dans l'ensemble du Québec, on a un site Internet dans lequel vous pouvez trouver des conseillers, des répertoires, mais comme je disais, vous pouvez nous appeler chacun dans les réseaux pour qu'on puisse jaser de vos projets et vous diriger vers les bons conseillers. Il est important de savoir que pour avoir accès au réseau et aux subventions, vous devez avoir le NIM, le numéro d'identification du MAPAC, et remplir un simple formulaire d'adhésion. Sur le site Internet, vous avez des onglets aussi qui disent « Je suis producteur » ou « Je suis transformateur », qui a énormément d'informations, ainsi que la liste. Qui sont nos conseillers? Des agronomes, des biologistes, des ingénieurs. Dans le côté acériculture, des ingénieurs forestiers, au niveau des conseillers en commercialisation et en marketing, etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les subventions peuvent aller de 50 à 75 50 pour la gestion, la technique, et à ça, nous avons des bonifications régionales d'un 15 additionnel, et le 75 c'est pour le côté agro-environnement. Les subventions sont sur la partie conseil seulement. Ce ne sont pas des subventions pour l'acquisition de matériel
ou l'implantation des conseils qui vous ont été rendus. Il est important de savoir que les conseillers montent les contrats, font les rapports et présentent le contrat au réseau. C'est certain que tout ce travail-là se fait en collaboration avec les producteurs et les transformateurs. Et la beauté de la chose, c'est que la subvention, une fois qu'elle est accordée, lorsque vous recevez votre facturation, la subvention est déduite directement de la facture. Donc, votre partie en tant que producteur ou transformateur est de payer votre part ainsi que l'ensemble des taxes sur le service. Donc, je vous souhaite un beau webinaire et si vous avez des projets, si vous avez besoin d'aide au niveau des conseils, des services conseils, ne vous gênez pas, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider et discuter avec vous. Que je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Laurence, pour cet excellent survol. Maintenant, je vais vous présenter notre prochaine conférencière. Nous poursuivons avec Mme Annie Cossette, conseillère commercialisation du Conseil de développement bioalimentaire de la Nodière. Elle nous présentera des stratégies concrètes, des approches innovantes et des pistes de réflexion pour améliorer la commercialisation des viandes. Annie, c'est à vous. Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager ma présentation. Donc, tout d'abord, pour me présenter, on le dit, je suis conseillère en commercialisation au Conseil de développement bioalimentaire de la Nodière, qui est la table de concertation bioalimentaire de la Nodière. Ça fait maintenant 20 ans que j'accompagne des entreprises dans leur stratégie de commercialisation. Puis, le CDBL, bien, notre mission, c'est de concerter et soutenir les efforts des acteurs du milieu bioalimentaire afin d'en assurer un développement durable. Pourquoi qu'on parle de commercialisation? Bien, j'imagine que vous en avez discuté aussi dans les autres webinaires qui ont précédé tout ça. On sait qu'il y a une pression sur les marges de plus en plus importante. Les coûts de production qui sont toujours à la hausse, les attentes accrues des consommateurs. Puis on parle souvent de la volonté d'acheter québécois, mais avec cohérence. Donc, on va parler un petit peu plus tard, c'est quoi acheter avec cohérence, mais c'est vraiment important dans ce contexte-là de bien penser sa commercialisation. Au niveau du portrait du marché alimentaire québécois, surtout par rapport aux protéines, un intérêt marqué pour l'achat local. Tantôt, je mentionnais cohérent. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la mesure tarifaire, c'est 54% des gens qui disent acheter davantage québécois qu'avant toute cette polémique-là. Donc, c'est une nouvelle statistique qu'on a eue hier de Nielsen. Donc, intéressant de savoir que ça continue de grandir, cet intérêt-là pour l'achat local. Il y a une recherche de la traçabilité et de l'origine des aliments qui est présente. Par contre, il y a toujours un arbitrage prix, valeur, proximité en ce moment. Il faut savoir qu'en ce moment, dans les grands détaillants alimentaires, c'est 50% des produits qui s'achètent en solde. Donc, il y a une course à ce niveau-là pour le prix. Donc, c'était pas vrai il y a quelque temps. Et c'est un contexte qui est vraiment particulier au Québec. C'est pas comme ça dans le reste du Canada et aux États-Unis, c'est moins fort. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là. Puis, ce qui distingue aussi beaucoup notre marché, c'est la coexistence entre les circuits courts et les circuits longs. Je fais une petite parenthèse aussi sur deux tendances actuelles dans le milieu de l'alimentation qui sont tout l'aspect santé. Si 2025 a été l'année des protéines, 2026, c'est l'année des fibres. Et aussi le snacking qui est de plus en plus présent, surtout chez les jeunes générations qui vont prendre plusieurs petits repas au lieu d'un repas. Donc, qui peut être une source de possibilités, mais d'avoir en tête lors de la stratégie de commercialisation. Donc, excusez-moi, le changement de page. Donc, au cours de cette présentation-ci, il va y avoir comprendre circuit court et circuit long. Parfois, il y a des
Je sais qu'il y a des nuances que les gens ne connaissent pas. Comment avoir une stratégie de commercialisation adaptée, des outils et des programmes de soutien, puis la conclusion et les périodes d'échange. Donc, quand on parle de circuits courts, il y a les circuits longs et les cadres collectifs au niveau des protéines qui sont intéressants à mentionner. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout circuit court, c'est 0 ou 1 intermédiaire. Ce n'est pas juste la vente directe, mais c'est aussi la vente semi-directe. Alors que le circuit long va avoir plusieurs intermédiaires, distribution élargie, donc courtier, centrale d'achat, des choses comme ça, distributeur qui va mener au consommateur final. Dans les circuits courts, il y a plusieurs facettes. Les marchés publics. Les marchés publics, ça dynamise vraiment le territoire et il faut quand on choisit ce mode de commercialisation, il faut savoir que les viandes sont très prisées et très recherchées par les organisateurs. C'est en demande, les clients en demandent et les gestionnaires de marché aussi. Au-delà du temps qui est investi dans un marché public, c'est important de voir tous les autres impacts. Le test de marché qui peut se faire dans un marché public, avoir de l'information précieuse sur ce que les clients recherchent. C'est aussi, si quelqu'un souhaite avoir des kiosques, une boutique à la ferme, une vitrine de premier plan pour amener des clients de proximité chez soi par la suite, se faire connaître. Donc, c'est vraiment important. Les marchés virtuels, les boutiques en ligne, on sait que c'est grandissant en ce moment. Il y a aussi les applications qui sont un peu plus utilisées qui correspondent au marché virtuel. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir sa propre boutique en ligne. L'évaluation est à faire. Il y a des boutiques comme Maturin ou d'autres marchés virtuels qui peuvent être d'excellentes plateformes et solutions aussi. Dans les circuits courts, on parle des paniers soutenus par la communauté. Donc, une autre facette, beaucoup plus dans le biologique, mais il y en a quand même dans le non biologique. On parle d'agrotourisme et de tourisme gourmand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir une boutique, ce n'est pas garant de « je fais de l'agrotourisme ». Avoir une boutique, c'est l'agrotourisme, il faut faire vivre une expérience. C'est dans le cas de donner de l'interprétation, que la personne, c'est un lieu de rendez-vous, qui en apprenne que c'est agréable. Donc, tout l'agrotourisme et le tourisme gourmand s'articulent au niveau de l'expérientiel, donc, et non seulement la vente. Et il y a des catégories qui s'y prêtent plus que d'autres. Donc, c'est à évaluer au niveau, je sais que dans les productions de serre, exemple, s'il y avait des gens qui venaient voir les bêtes, ils n'avaient pas envie d'en acheter, de consommer. Fait que pour le producteur, c'était moins intéressant. Donc, il faut vraiment bien cibler notre façon de faire l'agrotourisme. Puis, je mentionne au passage que le pense-bête de l'agrotourisme sur le site du MAPAC, c'est une Bible à vérifier avec tous les points qui sont bien indiqués. Donc, vraiment à découvrir. On parle de vente directe à un détaillant, ce qu'on dit le backdoor, à un restaurant, à un hôtel, un établissement scolaire ou un établissement de la santé. On a tendance à les sous-estimer parfois, les RPA, les CPE, les RPA, résidences pour personnes âgées, les centres de la petite enfance, tout ça. Mais ça fait au moins 4 ans qu'on a commencé à travailler l'institutionnel et c'est vraiment de belles possibilités qui se développent pour les entreprises suite au programme de la SNAC. Ça fait vraiment boule de neige et dans le public et dans le privé. Donc, voici le petit aparté sur les circuits courts. Donc, on va, excusez-moi, ce qu'il faut savoir, c'est aussi, vous le savez, selon votre catégorie de production, selon votre type de production, vous évoluez souvent dans des cadres collectifs qui sont en parallèle ou en complément des circuits de proximité. Donc, on y va avec les productions porcines, ovins, bovins, volailles. Donc, ça, pour chacune de vos catégories, c'est important de valider avec
QPA, les possibilités, les marges de manœuvre que vous avez, tout ça. Donc, puis pour les circuits longs, bien, vous le savez, dans le fond, c'est tout ce qui est excusez, j'ai oublié de vous dire les avantages des initiatives constructives, c'est que le cadre de vente est très structuré. Il y a un pouvoir de négociation collectif. Il y a des règles communes. Il y a moins de flexibilité, mais plus de stabilité. Donc, ça dépend vraiment de quel entrepreneur vous êtes, sur quoi vous souhaitez miser. Donc, en résumé, les circuits courts, bien, les marges sont souvent intéressantes. La relation client est précieuse. Par contre, ça demande beaucoup de temps de logistique. Ça demande souvent des investissements en infrastructure sur place. Exemple, si vous faites de l'agrotourisme, des visuels si vous faites des marchés publics. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup demandant, mais avec des avantages sur le long terme. Les circuits longs, on parle des circuits collectifs, mais c'est plus de volume, plus de prévisibilité, mais moins de contrôle individuel. Puis là, quel que soit votre choix, je sais que vous en avez parlé dans un webinaire précédent, mais connaître ses coûts de revient. On ne peut pas penser qu'une de bonnes décisions d'affaires se prennent sans connaître c'est où vous faites dessous, sur quel produit il y a plus de valeur ajoutée. C'est le clou sur lequel on frappe souvent, c'est que votre commercialisation, si elle est basée sur votre intuition, vous allez beau avoir une intuition, les marges sont souvent minces, les coûts sont souvent de distribution, les coûts de représentation, le temps que les gens mettent sont souvent sous-évalués. Donc, pour faire un bon choix, c'est important de connaître ses coûts de revient. Si vous vendez aux consommateurs directs, avoir une image de marque forte et cohérente. Pourquoi cohérente? C'est que si vous visez, je donne un exemple, une clientèle familiale, la nourriture de tous les jours et que vos visuels sont très léchés. C'est important que votre site web ait la même image de marque que lorsque vous êtes sur le terrain. Donc, c'est vraiment harmoniser ça pour que les gens vous connaissent, vous reconnaissent. Vous allez avoir un bel exemple tantôt dans le témoignage de Marc-André de Rancarte, vraiment une cohérence de marque qui fait que c'est facile à repérer. Puis l'autre choix, c'est que l'autre facette, c'est de ne pas sous-estimer votre temps à la commercialisation. Beaucoup de gens pensent que j'ai un bon produit, j'ai de la qualité, j'existe, donc ça va se vendre tout seul. Tantôt, j'ai mentionné l'agrotourisme. C'est certain que si vous êtes proche d'une artère principale, c'est beaucoup plus facile d'attirer les gens que si vous êtes à l'extérieur, éloigné, qu'il n'y a pas de circuit dans les environs, il n'y a pas beaucoup de passages. Donc, c'est vraiment le temps que vous allez mettre pour amener des gens chez vous, bien, c'est quand même beaucoup de temps à prévoir et à planifier. Donc, c'est certain que pour votre stratégie de commercialisation, ça va être important de choisir vos bons canaux. Puis ça, c'est est-ce que selon votre capacité de production, selon votre temps disponible, selon votre objectif, puis selon les contraintes réglementaires. Il faut savoir que certaines facettes ont des impacts au niveau de la commercialisation de proximité sur la vie personnelle des entrepreneurs, les soirs, les fins de semaine. Le tourisme se passe essentiellement le week-end. C'est des choix familiaux souvent. Donc, de réfléchir ensemble sur l'orientation de l'entreprise, ça devient primordial aussi. Puis, souvent, on a l'impression, au moment de faire son plan de commercialisation, ah bien, moi, je vise le marché des restaurateurs, moi, je vise le marché, je vais vendre aux détaillants, je vais vendre seulement dans les marchés publics. Souvent, vos canaux, il faut le faire de façon intelligente et diversifiée pour ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et de faire un amalgame qui vous ressemble.
Donc, c'est vraiment partir de ce que vous êtes et dire quel canot qu'on choisit. Il y a des avantages et il y a des inconvénients pour chacun. Marc-André va pouvoir vous en reparler tantôt, mais quand on vend direct chez soi, on a le montant tout de suite. Quand on vend à des détaillants, on peut s'attendre à 60 jours de paiement. Quand on vend des restaurateurs, bien, ça fluctue selon le type de restauration. Dans l'institutionnel, la boucle avant d'avoir un paiement peut facilement avoir le 45 jours. Donc, d'avoir un fonds de roulement aussi prévu en fonction du type de vente, c'est souvent là, les entreprises qui sont en croissance, que ça devient ardu, la gestion du fonds de roulement. Ils ont des bons clients, ils ont une belle perspective d'entreprise, ils voient tout ce qu'ils peuvent développer, mais les sous, bien, si tu as 20 000, 30 000 de comptes à recevoir, bien, ça joue sur la liquidité et tes choix pour le développement, l'achat de tes matières premières, tout ça. Au niveau de comment valoriser son produit carné, c'est vraiment important. On parle d'achat local, mais deux données importantes quand on parle d'achat local que je veux mentionner, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 25 de la population pour qui l'alimentation est fonctionnelle. Ce 25 %-là d'alimentation fonctionnelle, c'est des gens qui ont le goût, les valeurs. Pour eux, un comprimé ferait la job s'il y avait le choix pour eux, pour leur famille. Donc, ce 25 %-là n'est pas dans votre public cible, on s'entend. Il y a aussi 25 des gens qui disent qu'ils sont tannés de parler d'achat local. Ils achètent local, mais parlez-moi des valeurs, parlez-moi de l'environnement, parlez-moi des goûts, parlez-moi comment faire, les qualités gustatives, parlez-moi en quoi ce que vous m'offrez est différent. Récemment, une entreprise me vantait son porc haché versus le porc haché d'épicerie. Comme consommatrice, je ne suis pas quelqu'un qui achète du porc haché de façon générale. Et là, je me disais, oh mon Dieu, quel argument pour la restauration pour baisser leurs coûts et faire la différence. Donc, c'est des choses à considérer en tout temps. Comment valoriser ce que vous faites, le produit de première transformation comme le produit de deuxième transformation. Là, j'ai étudié un anglicisme, storytelling, l'image de marque. Il faut savoir que ça prend de la cohérence, simplicité, authenticité. Votre image de marque, si vous vendez, quand vous n'êtes pas là pour la vendre, il faut qu'elle parle pour vous, mais qu'elle parle pour vous en maximum 8 secondes, le temps que le consommateur décide de prendre votre produit. Donc, il faut que ce que vous faites soit reflété par l'emballage, même quand vous n'y êtes pas. Donc, la simplicité vient du fait, j'ai vu des emballages que tout le monde voulait tout dire dessus, beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Mais ça peut être un code QR qui va vers le site web plutôt que tout dire sur l'emballage parce que la personne n'aura pas le temps de le lire dans le choix. Et si ça fait trop chargé, il y a moins d'intérêt. Donc, le storytelling, l'image de marque, c'est vraiment quelle histoire vous voulez raconter? Est-ce que c'est de génération en génération? Est-ce que c'est votre amour de la nature qui s'est développé? Est-ce que c'est la gastronomie et comment vous développez des produits d'une qualité exceptionnelle pour des chefs? Comment vous visez la famille et l'expérience? Donc, tout ça, c'est ce que vous avez à raconter. Puis, chaque entreprise est unique dans sa façon d'être, par son positionnement, par où elle est. Donc, c'est de trouver ce qui vous différencie de votre compétition, puis d'en parler avec vraiment franchise et authenticité. Relation client et fidélisation, c'est tellement, 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 tellement important. Dans le fond, on dit que si on parle sur le marché de l'épicerie, c'est au moins 4 produits sur 5 qui vont être retirés après 1 an. Donc, l'importance aussi pour la fidélisation, c'est la présence sur le terrain. Être là, toujours. Il y a des entreprises qui me disent, moi, je voudrais être chez les détaillants et ne pas être là. Bien, si vous voulez développer 40, 50 détaillants et penser ne pas y être, bien, ce n'est pas le marché du détail qu'il vous faut. Donc, c'est important d'être
d'en avoir moins et d'être actif, d'avoir, excusez encore une fois l'anglicisme, du repeat, les gens qui rachètent le produit, pas juste une première fois, mais qui l'adoptent. Donc, très important. L'infolettre, elle est bonne pour votre client. On dit souvent le B2B, donc d'entreprise à entreprise, business to business, ou le B2C, donc aux consommateurs. L'infolettre est bonne également pour vos clients corporatifs. Donc, la tendance, c'est vraiment de traiter les clients corporatifs, ceux qui, votre intermédiaire, comme dans la même démarche de séduction que vous feriez pour une entreprise, pour votre client, le consommateur. Donc, c'est la même façon de faire. Avant, quand c'était corporatif, on y allait de façon plus formelle. Maintenant, l'attachement à la marque doit être aussi important et mis de l'avant. Très important aussi de faire vos suivis. Sans suivi, souvent, il n'y aura pas de vente. Les gens ont une multitude de fournisseurs, une multitude d'entreprises qu'ils connaissent. Donc, ils vont souvent choisir la facilité et la personne qui rappelle, la personne qui fait un suivi adéquat va avoir vraiment une priorité sur un autre fournisseur qui aurait moins de services. Éduquer le consommateur. Souvent, les gens ne comprennent pas la différence entre deux produits. Dans une vie antérieure, j'étais aux achats la première fois que j'ai su que je voyais plein de codes sur le différents types de poulet, poulet émulsionné, poulet pré-cuit, poulet. C'était difficile d'évaluer les prix. Mais une fois que tu comprends les différences entre les produits, les différences de qualité, les différences d'élevage, ça permet d'être en accord avec le prix. Dans la balance de valeur et prix, bien, si on comprend tout le travail, tout le savoir-faire qu'il y a derrière un produit, bien, c'est gagnant. Fait qu'éduquer son consommateur, on a l'impression que souvent les gens, vu qu'on baigne dans l'alimentation, que les gens le savent, puis qu'ils ont tout accès à cette information-là. Donc, parce qu'ils ont accès, ils le savent. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Puis, pensez au partenariat stratégique. Un client, ce n'est pas juste un client, c'est un partenaire, que ce soit votre restaurateur, un distributeur régional, une institution. La façon que vous allez faire du maillage avec eux va avoir des répercussions pour eux comme pour vous. Vous avez des nouveaux clients, bien, de le diffuser dans votre réseau que vous êtes présent à tel endroit. Assurer une visibilité. Votre client va vous être redevable. Le consommateur, c'est un gage de confiance. Ça permet souvent au restaurateur, il va indiquer votre nom de produit à titre d'exemple sur ses menus. Tous ces partenariats-là vont avoir des belles répercussions. Au niveau des institutions, je donne un exemple, des CPE qui achètent beaucoup de viande et finalement, ils vont faire chaque année dans le cadre les institutions Mange Local, un petit marché éphémère. Donc, le marché éphémère, ça va vous demander du temps, mais c'est comme une complicité que vous assurez avec cette institution-là et ça donne le goût de continuer à travailler avec vous. Fait que ce temps-là, vous investissez avec vos partenaires, bien, c'est quelque chose qui est très judicieux. Les techniques de vente, tellement quelque chose qu'on sous-estime. Je mentionnais le temps, la commercialisation, mais la vente, que ce soit à une entreprise ou au consommateur, c'est super important. Et les techniques de vente, c'est plus d'étapes que ce que vous voyez ici, mais il y a quand même 4 phases. La préparation, comment vous vous préparez, qu'est-ce que vous apportez, votre compétition, savoir quoi dire pour vous démarquer. Donc, avant d'aller à une rencontre, avant de rencontrer un client, d'être préparé. Le succès est souvent 50% dans la préparation. La vente, oui, il y a être à l'écoute, avoir des questions ouvertes, avoir la réponse. Donc, le meilleur pitch de vente, si la personne n'écoute pas les objections de façon adéquate, bien, ça ne permet pas de corriger son produit, de développer quelque chose pour la suite. Les suivis. Dans ma période que j'étais
aux achats, le nombre de fois que quelqu'un devait me faire un suivi, on s'entend, envoie-moi les prix sur telle chose, regarde si tu es capable de m'avoir telle coupe, des demandes spéciales et je n'avais pas les suivis. Donc, c'est une perte de vente. Puis, comme acheteur, tu n'as pas le temps de faire le suivi. Donc, dans ce contexte-là, les suivis avec vos clients, c'est important. Et aussi, ça permet la rétroaction de dire pourquoi je n'ai pas été choisi. Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de produit? Est-ce que c'est une question de marché? Et évaluer le tout, évaluer sa performance, être capable de dire j'aurais pu mieux faire, j'aurais dû modifier ça, avoir su dans un autre contexte et se réajuster. J'ai des entreprises qui sont allées déjà dans un salon pour se faire dire, tous leurs clients, tous les gens qu'ils rencontraient disaient le produit, c'est pas ça que j'ai besoin d'un produit moins cher. Et en étant à l'écoute, la personne dit OK, pour le marché du détail, je vais vendre tel produit, mais je suis capable de faire tel produit qui est moins de qualité et d'avoir du volume. Donc, pour elle, elle évaluait que le salon était ultra pertinent à cause de l'information qu'elle est allée chercher. Donc, c'est des choses à regarder et les techniques de vente, s'améliorer, le construire, tout ça, c'est souvent très sous-estimé et à mettre de l'avant. Chaque région a ses ressources. Puis pourquoi, comme entrepreneur, souvent envie de faire les choses à sa façon, seul, tout ça, mais vous n'êtes pas seul. Puis il y a souvent du gain de temps qui est en utilisant les ressources qui sont à votre disposition. Le gain de temps, ça peut être tout simplement vous dire, hey, je veux accéder au marché du détail, puis votre conseiller en commercialisation va vous dire, ben ce marchand-là, il est intéressé à avoir de la viande. Tel autre, il me dit qu'il y en avait assez. Donc, de construire stratégiquement, dire, bon, ben, je développe ceux qui sont plus propices en premier à acheter mon produit. Puis, une fois que la base est faite, ben, je vais en voir d'autres parce que j'ai des chiffres à l'appui, parce que j'ai démarqué. Aussi, il y a de l'information privilégiée que les gens vont avoir sur des nouveaux marchés, des nouvelles possibilités. Et quand on sait que vous avez un projet en cours et qu'il y a telle possibilité qui s'en vient, bien, on va vous en faire part. Donc, plus le milieu et les gens qui sont des pivots dans le développement bioalimentaire de votre région, vous les consultez, bien, plus ils vous connaissent et plus ils peuvent réagir pour vous. Donc, c'est des ressources qui sont à votre disposition. Programme et accompagnement, bien évidemment, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Vos MRC, avec le développement économique de chacune des MRC, les SADC qui sont présentes dans plusieurs régions, qui sont fédérales. C'est toutes des ressources importantes. Oui, le MAPAC, c'est subventions, mais aussi c'est une panoplie d'outils concrets que vous êtes capable d'accéder. Il y a une expertise au niveau de votre commercialisation qui est là, mais aussi dans tout le développement de votre entreprise. Les MRC, services première ligne, financement, tout ça, c'est vraiment des gens à consulter auprès de qui vous faire connaître. Et parfois, ils ont des fonds spéciaux juste pour la MRC, donc ils vont pouvoir vous faire parvenir l'information quand ils vous connaissent. Les SADC, c'est les programmes fédéraux, donc c'est d'autres enveloppes budgétaires. Les tables de concertation, bien comme le CDBL, on a beaucoup d'informations. On a parfois des cohortes d'accompagnement pour des types d'entreprises spécifiques. Il y a des fois des cohortes pour des panneaux touristiques. Donc, on fait faire en bloc avec un accompagnement, donc ça coûte moins cher à l'entreprise. Donc, tout ça, c'est travailler ensemble. Il y a beaucoup d'initiatives collectives. On travaille de plus en plus, nous, dans la Nodière, avec le hub du CIBIM. Donc, il y a de la distribution. Comment qu'on peut faire arrimer les besoins au niveau des institutions et de la distribution des denrées pour que ça soit plus local. Donc, il y a beaucoup d'initiatives à savoir, de la mutualisation qui sont possibles.
en vous documentant et en vérifiant dans votre écosystème régional, c'est vraiment pertinent. Les outils de visibilité, c'est certain que si vous dites dans mes médias sociaux, mon site web, je mets de l'effort, je mets de l'énergie, mais veut ou veut pas, les algorithmes étant ce que c'est, vous prêchez aux gens qui vous suivent et en partie. Aliments du Québec est une excellente vitrine. Le répertoire des aliments québécois, ça, c'est quand, si vous demandez des codes à barre à GS1 Canada, autorisez le MAPAC à avoir accès à vos données. Ça vous permet de vous retrouver automatiquement sur ce répertoire-là. Et en plus, au niveau du répertoire, il y a une autre façon, si vous n'avez pas de code à barre, tout ça, en mettant le lien sur le web en demandant, vous allez avoir toute la marche à suivre pour pouvoir figurer. Souvent, les acheteurs vont consulter le répertoire des aliments québécois pour trouver leur fournisseur. Il y a la plateforme Mangeons local de l'UPA, plus toutes les plateformes régionales avec les identifiants régionaux, les associations touristiques, si vous voulez faire du tourisme. Et ce qu'il faut savoir, beaucoup de plus en plus, le consommateur veut acheter québécois, mais le ultra local devient encore plus attirant, attractif pour les entreprises, pour le consommateur, excusez-moi, de voir que l'entreprise, c'est quelqu'un qui est à 3 rangs de chez soi, de savoir que c'est dans sa région. Il y a une appropriation émotive qui est plus grande. Donc, les projets collaboratifs, c'est vraiment intéressant. Puis de la logistique partagée, il y a beaucoup d'initiatives dans les journées de réseautage, dans les événements organisés par vos tables de concertation, tout ça, qui amènent aussi à des échanges. Donc, non seulement c'est des trucs, mais des partages de ressources potentielles qui peuvent être intéressants. Donc, petit message à retenir, 3 messages, je dirais, misez sur votre identité régionale, cultivez la proximité avec votre client, que vous soyez, quel que soit votre type de circuit, à être connecté sur les besoins de votre client, puis composez intelligemment avec les cadres collectifs en fonction de votre réalité d'entreprise. Donc, j'espère que cette courte présentation, chacun des points aurait pu faire une présentation de 40 minutes en soi. Donc, j'espère que ça vous donne le goût de revoir déterminer vos canaux, d'échanger avec vos clients, d'explorer des nouveaux partenariats, d'utiliser les outils existants. Dans ce contexte-là, c'est à vous de voir ce qui est mieux pour vous. Puis, ce que je souhaite aussi, c'est que si vous avez vous dites, sur tel aspect de la commercialisation, je ne l'avais pas mentionné dans la présentation, mais ce serait intéressant d'avoir une formation là-dessus. Le collectif de formation agricole de chacune des régions offre des formations chaque année sur la commercialisation, mais s'il y a une facette que vous trouvez intéressante, bien, gênez-vous pas pour écrire un petit mot. Nous, les techniques de vente, j'aimerais ça que mes employés soient plus au fait. J'aimerais ça mieux vendre en marché public. Ça, c'est une formation qui est régulièrement mise de l'avant. Les coûts de revient aussi. De regarder avec le collectif agricole et faire part de vos besoins parce que ça va vous donner des outils importants pour la suite. Donc, circuit long, circuit court, ben, il n'y a pas de modèle unique. Je pense que j'espère vous avoir convaincu de ça. Il y a des choix stratégiques. Donc, c'est vraiment en fonction de votre réalité, vos ambitions. Puis, ayez la liberté de faire évoluer votre modèle d'affaires dans le temps, vos choix. Ce qui était bon il y a 5 ans pour vous ne le sera peut-être pas pour la suite. Il faut toujours s'ajuster. Plus un entrepreneur est agile, plus il connaît de succès. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment le modèle d'affaires correspond à votre réalité. Donc, si jamais je suis ouverte aux questions. Puis, peut-être juste mentionner,
plan de commercialisation. Plusieurs des subventions demandent un plan de commercialisation. Le MAPAC, ils en ont fait un super modèle il y a quelques années, mais toujours d'actualité. Un grand merci, Annie. On est rendu maintenant à notre témoignage entrepreneurial avec M. Marc-André Forget. Il est copropriétaire de l'entreprise Le Rang 4. Il va partager avec nous le parcours de son entreprise de Nodoise et son expérience en matière de commercialisation des viandes. Donc, si M. Marc-André Forget peut allumer sa caméra et son micro. Super. Merci, Marc-André. Et la parole est à toi. Bonjour à tous. Pour ma part, je voudrais saluer le beau travail, la belle présentation de Mme Annie Cossette. Je pense qu'elle a très bien résumé mon histoire. Puis, à l'intérieur de ça, elle a parlé de maillage. Je pense que c'est une des clés du succès, le réseau Contact. C'est donc une raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. C'est Maïra Demers qui est inspectrice à mon abattoir chez nous. Fait que faut qu'on s'est bien entendu parce qu'elle a réussi à me convaincre de venir présenter mon entreprise. Je suis une personne d'accoutumance un peu plus timide, là, puis on n'aime pas ça se pavaner sur la place publique. On n'a pas une recette miracle. Mais je pense que c'est important de partager notre parcours parce que ça peut peut-être ouvrir les yeux et donner des conseils à d'autres personnes. Nous autres, dans le fond, on a une entreprise un petit peu particulière que je pourrais dire. On est 100% intégré. Nous autres, on est la deuxième génération. Dans le fond, on produit, on transforme, on abat, on distribue de 100% nos parts. Présentement, on transforme 22 000 parts par année. C'est la totalité de ma production. Puis à l'intérieur de ça, on fait un petit peu de forfait pour d'autres producteurs, des plus petits lots. Mais surtout pour deux autres, c'est important que je le mentionne parce que c'est deux belles histoires de succès, des entreprises qui ont un petit peu moins de volume que nous. Puis le monde pourrait penser qu'à l'intérieur de ça, on se compétitionne, on est dans la même région, on fait notre mise en marché. Puis au contraire, on travaille ensemble, on se parle toutes les semaines, on se donne des trucs, on échange sur les marchés. Puis je pense qu'au final, ça amène une synergie. La marque Le Rang 4, comment c'est arrivé? Le nom, je pense que c'est moi qui voulais ça. Je philosophais un petit peu sur ce qui se passait à l'extérieur. À Bayonne, ils ont le jambon. À Bologne, ils ont leur ballonné. Je me disais, au Québec, on a nos rangs 4. Il y en a partout à travers la province. Puis je pense que ça représente bien notre ADN. On est producteur, on est fiers de ça. Des rangs 4, il y en a partout. Puis j'avais déjà la vision un peu à l'époque de vouloir commercialiser mon porc un petit peu partout au Québec. À travers ça, on a deux boutiques aussi qu'on a mis sur pied il y a quelques années, qu'on vend directement au public. Ça va être un petit peu long. Je vais prendre quelques minutes là, pour un peu décrire le timeline, l'historique de mon entreprise. Je pense que ça vaut la peine de montrer les étapes. En fait, comme j'ai dit, on est la deuxième génération. C'est mes parents mon père était camionneur, ma mère était secrétaire. Il y avait une vision. Eux autres, ce qu'ils cherchaient, c'était un mode de vie. Les deux venaient de ferme. Fait que eux autres, ils voulaient élever leur famille en milieu agricole. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Ils nous l'ont bien transmis parce qu'un petit peu plus vieux, là, ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'était les espaces. On sortait pas beaucoup. Mes parents étaient attachés à la ferme, mais on faisait du 4 roues. Le monde venait chez nous. On avait notre terrain de baseball à la maison. On faisait du BMX. Fait que je pense que le monde, il appréciait ça, mes amis. Puis là, j'ai remarqué que moi, j'étais bien là-dedans. Fait que j'ai tout le temps été une personne un peu de défi. Fait que, étant donné que j'avais de la difficulté à l'école, j'ai quand même décidé de m'inscrire au collège en anglais pour monter un petit peu la base. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Fait que ça n'a pas été facile la première année. Fait que je suis allé passer 2 étés dans l'Ouest canadien, travailler sur des fermes là-bas.
Fait que j'ai gradué du collège McDonald en 2000. Puis étant donné que je parlais anglais, le monde m'appartenait. Je voyais ça comme je venais de faire un gros accomplissement. Fait que j'ai commencé à vendre. Nous autres, on avait une division génétique chez nous sur la ferme que mon père avait mis sur pied. Fait que j'ai commencé à vendre des mâles de reproduction en Ontario. Puis déjà là, j'en parle parce que c'était le côté un petit peu gambling de la mise en marché que j'ai commencé à toucher. J'avais le choix de vendre mes Vera, mes mâles, le plus gros prix, ou bien d'y aller avec un plus petit prix avec des loyautés. Puis ça m'a payé parce que j'ai pris le guess parce que mes mâles ont été deuxième puis troisième meilleurs au Canada pendant quelques années. Fait que ça a été payant de faire ça. Fait que ça m'a fait découvrir un peu mon engouement pour la mise en marché. En 2002, notre plan d'affaires là, dans notre entreprise porcine changeait. On vendait des porcelets, puis avec les statuts sanitaires, ça devenait compliqué. Fait qu'il y a une opportunité, c'est l'achat d'une ferme voisine. Fait que je l'ai acheté, mon père m'a endossé, mais sans mise de fonds, j'ai monté mon plan d'affaires. Je pense que ça, c'était bien vu comme gestion des coûts. Fait que je vais en parler. C'est important, je vais en parler plus tard un peu dans la commercialisation. La gestion des coûts est quand même super importante. Ensuite de ça, qui dit plus de cochons, dit plus de lisiers. On avait de la misère à valoriser ça. On avait appris à l'école que ça valait quelque chose. Puis pour moi, c'était un enjeu. Fait que j'ai démarré mon entreprise d'épandage de fumier. Les entreprises Von Brise qui fonctionnent encore aujourd'hui avec le slogan qui dit notre fumier, c'est pas de la marde. Fait qu'on est 4 actionnaires là-dedans. L'entreprise a 20 ans. Puis ça, ben, à cette heure, on fait du forfait, puis c'est avec cette entreprise-là que je gère tous mes bouts d'abattoir. Ensuite de ça, j'ai parti une petite entreprise à Slack. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, puis c'est de là que ça a parti toute l'histoire. J'avais une entreprise, on avait parti un petit groupe de 3 personnes, là, les flancs tireurs, puis on faisait des événements, des saucisses, des grillades les fins de semaine. Puis on avait ciblé un événement qui s'appelait les Fêtes gourmandes de la Nodière, puis on avait construit un poêle à grillade de 20 pieds de long. Je pense que dans tout ce qui est commercialisation, c'est d'essayer de trouver le moyen de se démarquer. Puis cette fin de semaine-là, aux Fêtes gourmandes, il y avait passé 20 000 personnes. Puis on avait été le stand qui avait le plus fonctionné. On avait vidé toutes les boucheries de la région. Puis c'est là qu'il y a un boucher qui m'avait dit les Forgettes, vous êtes producteurs de porc. Moi, prix pour prix, j'achèterais des carcasses de porc. Fait que c'est là que j'ai commencé à commercialiser mon porc. On faisait abattre dans un abattoir forfait. J'avais acheté une petite remorque réfrigérée. Je prenais mes commandes dans la semaine. Dans la porcherie, les panneaux sont tapissés de commandes encore. Puis le vendredi, j'avais ma petite run, j'allais le livrer. Mais là, maintenant, ben, la compétition baisse le prix des carcasses. Ça fait que là, j'avais commencé à offrir des coupes. Là, après ça, ben, j'ai commencé à être pris avec certaines coupes. Mes congélateurs se sont remplis de flancs. Là, j'avais commencé à faire du bacon à forfait. Puis l'abattoir, c'est que je faisais affaire a fermé. Fait qu'on s'est viré de bord vers un autre abattoir. Puis là, je perdais en même temps l'entreprise qui coupait mes parts. Fait que c'est là que en 2009, j'ai démarré mon C1 qu'on a réaménagé avec le support du MAPAC dans le garage familial. J'ai eu mon permis, puis j'en parle là parce que c'est un des éléments marquants de mon entreprise parce qu'à partir de là, on était capable d'offrir les coupes sur mesure aux clients. Puis il y avait une bonne écoute. L'achat local commençait, puis on sentait beaucoup de frustration des petits marchands qui se sentaient mis de côté. Puis à cette époque-là, le porc était en grosse majeure partie exporté. En 2010, j'ai acheté une boucherie pas loin de chez nous, à Saint-Ambroise-de-Kildare. Le but, c'était pour aller chercher de la stabilité dans mes produits transformés. En grosse partie, les produits fumés. Fait que, puis là, je ne pouvais pas mélanger le cru, le cuit dans ma bâtisse. Fait que je m'étais dit, je vais acheter cette bâtisse-là, je vais faire mon fumage, puis si ça ne fonctionnera pas, je vendrai à bâtisse. Ça, c'est un deuxième élément marquant dans mon entreprise parce qu'un soir, j'écoutais Job de bras, là, Dirt Job, parce que là, je parle en anglais. Fait que là, c'était une émission sur une entreprise qui faisait du ballonné en pelletier de vanille. C'est des Amish. Puis ça, c'est vraiment venu me parler parce que c'était fait dans des fumoirs artisanales.
mais il passait 250 000 livres par semaine de ballonné. Fait que je suis descendu un jeudi. Je suis arrivé là-bas en Pennsylvanie, à Lebanon, un vendredi midi. Puis il y avait un gars qui sortait vidange dehors, puis il me pose la question qu'est-ce que je faisais là. Fait que j'étais venu voir, il disait on n'est pas ouvert au public, tu viens de où, Montréal? Il dit tabarnouche, ça te tente-tu de visiter? Fait que là, à partir de là, toute mon image de marque était faite autour de ça, les fumoirs artisanales. J'ai pas emmené de photos, malheureusement, j'ai repensé tantôt, mais sur mes paquets, mes crotons, encore sur Instagram, aujourd'hui, on montrait nos fumoirs qui fumaient. Puis ça, je me suis vraiment inspiré d'une entreprise qui était là depuis 100 ans. Les Amish sont super conservateurs. Fait que pour moi, avoir quelque chose à vendre, à compter aux clients qui ont fait des produits authentiques, que je suis descendu aux États-Unis voir ça, des Amish. Fait que pour moi, ça me prenait un outil pour vendre mes produits fumés. Puis ça, c'était le deuxième événement marquant. Ensuite de ça, j'ai commencé à vendre un petit peu. C'est moi qui allais cogner aux portes. Fait que je vendais mes coupes fraîches dans des boucheries, surtout des longes à l'époque. Puis j'ai commencé à vendre un petit peu backdoor qui appelait dans les épiceries locales de la région. Par la porte d'en arrière, eux autres, ils ont des pourcentages d'achats qu'ils peuvent acheter. Puis souvent, ils vont se servir de ça pour se démarquer, eux autres, parce que la compétition aussi c'est forte dans les chaînes. Fait que troisième événement marquant, je pourrais dire, le CDBL m'a ouvert un peu la porte, a tissé les liens de contact avec la maison mère chez Métro. Fait que c'était mon premier plus gros projet, je pourrais dire. Puis à cette époque-là, Métro faisait un programme d'achat local. Fait que j'avais déjà des ventes. Eux autres, ils le monde souvent va avoir peur des chaînes. C'est dangereux. Pour ma part à moi, les chaînes m'ont supporté parce que oui, il y a des frais, mais les frais ont été progressifs. L'idée, c'est de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est d'y aller progressivement. Puis moi, j'ai participé à ce programme-là. Puis après 1 an et demi, j'étais l'entreprise, tout produit confondu, qui a performé le plus au Québec. Ils m'ont même demandé de venir présenter mon entreprise. Dans une journée alimentation, il y avait Métro, McDonald's, puis il y avait McDonald's, Coca-Cola, puis il y avait Métro avec Laurent 4. Fait que, dans le fond, ils m'ouvraient une région, une à la fois, puis ça a fait élargir mon territoire. Ensuite de ça, un petit peu plus tard, là, ça devenait un enjeu par rapport à mes abattages à forfait. Là, je désossais 5 jours semaine. Fait que c'était important que j'aille mes parts dans les bonnes journées. Puis j'avais des employés qui travaillaient. Fait que c'est là que j'ai parti mon projet d'abattoir. C'est une bâtisse qu'on avait déjà quand j'avais acheté ma porcherie. On avait déjà une fosse qui était là. Il y avait une section, c'est une ancienne étable qui avait été ouverte juste 1 an. Fait que j'ai réaménagé ça. Puis j'ai tout monté mon projet avec mon système de traitement d'eau puis tout. Fait que j'ai réussi l'invraisemblable. Puis là-dedans, je pourrais quand même faire un clin d'œil à François Ménard. À part que les banques, François Ménard d'F Ménard, c'était un des seuls qui croyait à mon projet. Fait qu'ils m'ont vendu de l'équipement quand même pas trop cher, puis il m'a bien encouragé, puis mon projet a bien passé. Puis c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu continuer à développer. Fait qu'après ça, j'ai eu des étapes d'agrandissement. À l'abattoir, il y a une année, en 2018, on a agrandi les 2 places en même temps, l'abattoir, la salaison. Fait que c'était des grosses années. Ensuite de ça, nous autres, on a un modèle qui reste que je travaille l'efficacité pour arriver avec des prix agressifs le plus possible. On est un hybride entre le bio et la commodité. Fait que pour moi, c'était d'aller chercher ma capacité maximale de mon abattoir pour arriver aussi avec les horaires de travail. Puis finalement, il y a quelques années, on a acheté une épicerie sous bannière Sobeys qui m'a emmené tous mes listings avec Sobeys. Au niveau de l'élevage, c'est 2 entités complètement séparées. Le rang 4, la transformation, puis les fermes Claude Forget, c'est mon frère qui s'occupe vraiment des fermes. Mais un ne va pas sans l'autre. On travaille ensemble. On a une super bonne relation de travail. La qualité, les performances, les projets.
Nos forces sont aussi un peu nos faiblesses. Mon frère nous amène des porcs à tous les jours à l'abattoir, contrairement à d'autres producteurs qui vont en sortir une fois par mois, une fois par 2 semaines, une fois par semaine. Fait que, on a un travail un petit peu plus là. Par contre, toutes nos fermes sont autour de l'abattoir, un rayon. On a 2 fermes en dedans d'1 kilomètre, les autres sont autour de 6 kilomètres. Fait qu'on travaille beaucoup sur le stress animal, l'alimentation, la couleur du gras. En 2020, on a décidé de rénover toutes les fermes. On a pris une décision de se concentrer plus sur la commercialisation. Fait qu'on a abandonné le modèle naisseur-finisseur. Fait qu'on est allé en win to finish. Nous autres, notre enjeu principal, là, c'est d'essayer de continuer à développer à travers nos installations. Fait qu'en win to finish, ça nous donnait la chance d'éventuellement tomber à 20 kilos puis augmenter nos volumes à l'intérieur de nos mêmes bâtiments sans grossir. On a une belle image à Saint-Ambroise-de-Kildare. Les voisins sont fiers. Ils viennent à nos marchés. Fait qu'on n'est pas reconnu comme un méga producteur, même si l'image du sport a été ternie un petit peu dans les années 2000. Nous autres, le monde sont fiers. Les jeunes, on croise dans les arénas à l'école, ils ont leur casquette, leur rang 4. C'est devenu une mode un peu comme Bass Pro Shop. Là, les jeunes s'identifient à des marques un peu plus aujourd'hui, puis le rang 4 en a fait partie dans nos régions. Ensuite de ça, nous autres, notre mode de production, pour fitter avec l'abattoir, mais c'est tous des blocs de 500. Fait qu'on est en tout plein, tout vide. Puis mon frère est vraiment performant parce qu'on a un statut sanitaire vraiment bon. Je vais toucher du bois, là, parce que dans le passé, ça peut varier, mais on est vraiment performant à cause qu'on est une entreprise vraiment fermée avec notre abattoir. Il n'y a pas de camions qui viennent d'ailleurs. Puis nos terres, sont toutes louées. On ne cultive pas, on est vraiment axé sur la transformation. Puis, tous nos lisiers puis nos bouts d'abattoir sont valorisés sur nos terres via les entreprises Bonne Brise, que je mentionnais tantôt. Au niveau des installations, l'abattoir et la découpe est sur un même site. Dans le fond, on a un horaire un peu particulier par rapport aux heures de dîner qui est avec la convention des vétérinaires. Mes employés perdaient 1h30 à dîner parce qu'il fallait vider la chaîne. Ensuite de ça, aller dîner 1 heure de temps qui était dans la convention. Fait qu'on a fait un horaire pour arriver avant le dîner pour que moi, j'aille chercher le maximum d'efficacité. Fait qu'on a une équipe qui rentre à 2 heures dans la nuit depuis quelques années, qui font les pré-op, qui coupent les cochons, mettons, à forfait, pour commencer les opérations à 4 heures avec nos porcs. Puis après ça, de 4 à 8 heures, on désosse. Tout est en grosse partie, majoritairement, tout désossé. Puis, on a réussi avec une entreprise un peu hybride parce qu'on n'est quand même pas on est dans les plus gros des plus petits, mais on n'a pas eu 4 lignes de production. Fait qu'on a réussi quand même à timer nos opérations pour arriver tout le temps à la même heure avec séquencer, chaque employé a leur tâche. C'est du travail à la chaîne. Moi, j'étais un anti-travailleur à la chaîne. Je pensais que le monde aimait ça changer les idées. Puis en engageant du monde qui ont travaillé dans l'usine, je me suis rendu compte que faire une étape à la fois, chacun la même, c'est moins fatigant. Puis eux autres, ils aiment plus ça. Puis le travail à la chaîne il est motivant aussi parce que tout le monde travaille ensemble. Quand tu es plus seul dans ton coin, c'est longtemps. Fait que le côté production n'est pas juste négatif. Puis ça, je pense que les employés, ils aiment venir chez nous parce que ça roule. Puis au niveau du désossage, on coupe 100 cochons à l'heure. Puis les gars désossent environ 180 kg à l'heure. Fait que on a des convoyeurs, puis comme je disais, tout est séquencé. Puis ça fait que le monde travaille moins fort, les morceaux passent, chacun a ses opérations. Puis on est allé chercher beaucoup de gains sur les rendements en faisant ça comme ça. Mais ça fonctionnait pareil quand on a commencé sur des tables normales. Puis à travers ça, mais le but d'être efficace, c'est que ça fait partie un peu de nos marchés. Comme je disais tantôt, on va avoir un prix qui est compétitif. À Saint-Ambroise, puis c'est un peu mon modèle d'affaires depuis le début, c'est qu'on est proche de Joliette, on est proche de la ville. Fait que c'est qui notre clientèle? C'est des jeunes familles.
le mari, la femme travaillent, ils ont des jeunes enfants, les autos à payer, la maison, mais ils ont le souci de bien manger. Fait que on est capable d'offrir des produits de qualité à valeur ajoutée quand même à prix abordable. Puis, dans ce qui est transformé à l'abattoir, il y a environ 30% qui s'en va à mon autre usine, qui est la transformation. Dans le fond, qui est mon ancienne usine de dosage, qu'on a aménagé en salaison. Là-dedans, on fait principalement les crotons, le jambon, tous les produits fumés, puis de la saucisse, puis du boudin. À l'abattoir, on ramasse tout notre sang. Puis un point qui est quand même important, mais quand même compliqué à gérer, c'est que nous autres, on fait toute notre distribution. Dans le fond, il y a deux choses à ça. C'est ça nous donne l'opportunité de donner un bon service aux clients. C'est nous autres qui le contrôle, c'est la livraison. Les livreurs, c'est important. Ils ont le contact directement souvent avec le boucher. Puis c'est qui travaille le port? Mais c'est le boucher, c'est pas nécessairement le propriétaire. Fait que souvent, eux autres, ils échangent. Puis en donnant un bon service, la relation est bonne. Fait que c'est un peu nos ambassadeurs puis nos yeux, les livreurs. Puis il y a aussi le fait qu'on n'est pas fédéral. Moi, j'ai un modèle québécois. Je veux vendre au Québec. C'est pas dans mon optique d'exporter. C'est sûr que ça fait que je ne peux pas vendre directement dans les entrepôts qui sont fédérales. Fait que j'ai ça à gérer. Par contre, on a nos contrôles qualité internes. C'est avec le temps qu'on a amélioré. Fait que on est quand même reconnu à travers les chaînes pour avoir des bonnes pratiques. Pour la distribution, un des points aussi importants, c'est qu'on a nos contrôles de rappel, on a un système d'inventaire qu'on a mis en place. Puis à cette heure, toutes les ventes sont faites à l'interne avec les filles au bureau qui prennent les commandes. Puis pour moi, mettons, le service à la clientèle, c'est une des recettes gagnantes. On peut malheureusement pas aller voir les clients toutes les semaines, mais avoir quelqu'un qui est pétillant, qui est de bonne humeur, qui est capable de répondre aux questions, ça sécurise le client à l'autre bout. Puis je pense que c'est une partie importante de notre entreprise. Concernant notre image de marque, dans le fond, moi, je me considère comme une personne travaillante, passionnée, impliquée. Je suis plus un gars de plancher. C'est moi qui s'occupe de l'entretien, tous les problèmes. Fait que quand le vendredi, tous les camions étaient partis, que les clients sont livrés, le vendredi après-midi, souvent, je me ramassais avec une personne que je connais, puis on regardait les produits à venir, puis je m'amusais un peu avec mon organigramme de ma famille cochon. Fait que dans la famille cochon, il y a le papa cochon. C'est une famille. Il y a la maman cochon, que c'est notre tante Ginette, qui est plus au mets cuisiné. On a le bébé cochon et les cousins, les tranches de bacon. Puis on a aussi l'arrière-grand-père, Jean Bonaventure, qui est arrivé en 1534 avec nos recettes de jambon, et de là, le rang 4 depuis 1534. À travers ça, il y a aussi tout le côté humoristique avec nos cochons qui donnent à Noël un jambon en cadeau. Puis, un de mes produits forts, qui est le jambon blanc, ça, j'avais réfléchi pas mal à ça. À l'époque, on parlait beaucoup de jambon parisien, jambon français, qui était le jambon blanc. Nous autres, on est au Québec. Moi, je voulais faire un produit québécois, puis aller chercher une image à ça. Puis on le voit sur la présentation. Mon jambon blanc, c'est des cochons français, mais qui sont en train de pique-niquer devant le stade olympique. Fait qu'il n'y a pas de tour Eiffel sur mes jambons, il n'y a pas de bleu, blanc, rouge, de drapeau de France. C'est vraiment un jambon québécois. Mais toute entreprise évolue. À l'époque, dans le fond, on misait gros sur la traçabilité. Mais avec le temps, je pense que notre modèle est en voie un peu de disparition. Il y a de moins en moins de
de boucheries du coin, de producteurs. Fait que ce qu'on a voulu mettre en lumière d'un dernier mois, la dernière année, c'est vraiment le goût du rang 4 sans détour. Nous autres, c'est fabriqué chez nous. C'est ce qu'on voulait vraiment miser, c'est les circuits courts. On en parle beaucoup. Puis c'est de plus en plus difficile pour les petites entreprises de se développer où le monde se décourage. Puis au contraire, moi je pense que de plus en plus d'organismes, le gouvernement ont besoin de ça, surtout depuis le COVID. Puis on a beaucoup de support, j'en reparlerai un petit peu tantôt, mais il y a Innocente qui m'a aidé beaucoup, le MAPAC nous aide beaucoup, le CDBL, Annie, tantôt, ils ont des outils, ça coûte peu ou ça coûte rien, puis souvent, on n'a pas les ressources, on ne peut pas tout faire, fait que c'est d'aller chercher ces ressources-là. Puis pour le MAPAC, souvent, le monde a peur. On les voit comme des fois peut-être plus comme des polices. Moi, au contraire, on travaille avec eux à tous les jours. Il y a un souci de qualité. Puis je pense que ça, c'est important de toute façon parce qu'il n'y a pas juste les bonhommes puis l'image de marque. Avant tout, ça prend un produit de qualité. Puis après ça, il faut être capable de se démarquer. Mais tous ces organismes-là sont là pour nous aider. Tantôt, Annie, j'ai écrit son terme, le storytelling. C'est la première fois que j'entendais ça, mais je me suis reconnu là-dedans. J'ai tout le temps eu beaucoup de plaisir là, avec mes images, mes cochons. Chaque produit a une histoire. Ça me fait de quoi à compter quand je rencontre des clients, quand on va présenter des choses. Moi, c'est ça que j'avais de besoin. Mais avec le temps, sans vraiment m'en rendre compte, je me suis rendu compte que la clientèle s'attachait plus à mon logo, qui était un petit carré rouge, plutôt que mes niaiseries sur mes étiquettes. Fait que, dans le fond, le carré rouge est devenu un gage de qualité. Fait que récemment, on a commencé à faire un peu le travail de revoir un peu nos étiquettes. Fait qu'on est allé sur plus la couleur rouge, puis des produits saisonniers. Au niveau de la commercialisation, comme je disais tantôt, notre marché cible, c'est des jeunes familles. Puis on pourrait, mettons, dire qu'à travers nos boutiques, c'est notre laboratoire. C'est à cet endroit, je trouve qu'on est bien situé pour répondre à ces besoins-là. On a la bonne entreprise. Puis après ça, c'est de faire des tests avec des nouveaux produits, tester le marché. On fait beaucoup de mises en marché, des spéciaux aussi un peu pour attirer le monde. Puis à travers ça, le monde essaye des nouvelles choses. Fait que nos deux marchés d'alimentation puis l'épicerie qu'on a, c'est un peu nos laboratoires. Puis c'est 3 marchés complètement différents, situés à peu près à 20 km l'un de l'autre. Fait que c'est des marchés différents, puis la clientèle, je me rends compte qu'elle est vraiment différente. Il faut quand même la travailler, peu importe la région où c'est qu'on est. Au niveau des grandes chaînes, on a nommé les bannières. IGA, Métro, Loblaw aussi un peu. Ça représente peut-être 20 à 30 % de mon chiffre d'affaires. Dans le fond, mon entreprise, je trouve qu'elle est bien diversifiée. On n'a pas tous nos œufs dans le même panier, sauf que dans mon cas, moi, vu qu'on transforme, qu'on est producteur, c'est important que je puisse valoriser chaque coupe. Fait que chaque marché a un petit peu ses coupes. Là, dans le fond, c'est ce que je veux vendre. Fait que, c'est sûr, dans les chaînes, je vais vendre plus la marque Laurent 4. Les produits fumés qui ont une plus longue durée de vie. Dans le HRI, je travaille avec des distributeurs, on n'a pas beaucoup. Mon but, c'est de ne pas diluer ma marque. Je ne veux pas que le monde se compétitionne avec le rang 4. Fait que chaque distributeur a un peu leur région. Ça maintient mes prix. Puis eux autres vont vendre plus dans des places à valeur ajoutée comme la restauration. Là où c'est que je ne serais pas efficace à livrer parce que livrer juste du porc, un restaurant qui achète du canard, du bœuf, de l'agneau. Fait que ça, je travaille avec la distribution. Par contre, ça, je peux vous dire que c'est vraiment le fun quand que tu reçois un texto le samedi soir qu'un ami ou un collègue ou un employé est en train de dîner à un restaurant puis qu'il voit le rang 4 sur le menu.
Ça, on en reçoit beaucoup. Puis des fois, je ne sais même pas c'est où que mon port s'en va. Mais les distributeurs font vraiment une bonne job à ce niveau-là pour bien l'amener jusqu'au menu. Puis après ça, il faut faire attention pour pas que le monde utilise notre marque puis vende d'autres produits moins chers. Fait que c'est important de travailler avec les bonnes personnes à qui on a confiance. Puis de toute façon, il vient un jour ou l'autre que si quelqu'un sort un peu des bonnes ententes, tout se sait. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'avantage pour les distributeurs à tricher ça. Puis ça, après ça, c'est un bon lien de confiance. Puis j'ai un distributeur, moi, que je pense, depuis qu'il a commencé avec le rang 4, je pense que, d'après moi, quintupler ses volumes de part juste en travaillant avec nous. Lui, ça lui a permis de se démarquer en restauration, là où c'est que, disons que les marchés sont un petit peu plus, on retrouve pas mal plus les mêmes produits dans ces marchés-là, mais les restaurateurs, eux autres, ont besoin de se démarquer aussi. Fait que ça, il y a une belle opportunité là. Les plateformes en ligne, tantôt, Annie l'a survolé. C'est vraiment un marché qui est à explorer. Dans le fond, la personne qui ne veut pas gérer un magasin ou gérer le personnel, je pense que puis monter une plateforme sur un site Internet, il faut quand même s'en occuper tout. Fait que je pense qu'il y a des bonnes entreprises qui ont déjà toutes les plateformes là-dedans. Puis nous autres, ça nous évite d'avoir à maintenir, entretenir les capitaux, là, les immobilisations. Fait que ça fait le tour. Ah, puis les transformateurs. Excusez, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais dans le fond, on travaille aussi avec des transformateurs qui, eux autres, veulent des coupes spéciales qui peuvent lui faire sauver du temps dans la manipulation, puis qu'on ne retrouve pas, mettons, dans les marchés de commodités. Fait que ça, pour moi, c'est un bon marché. Fait que dans le fond, ma stratégie de développement, c'est que c'était en gros de s'adapter au marché. Je ne peux pas dire que mon plan d'affaires que j'avais il y a 15-20 ans est le même qu'aujourd'hui. Je n'ai pas le choix de vous dire que ça l'a changé. Par contre, je suis à l'écoute du marché, je suis passionné, je regarde qu'est-ce qui se fait. Puis c'est un petit peu ça qui devient, mettons, notre force dans ce marché-là. Puis dans les enjeux qu'on rencontre, justement, c'est que c'est un marché extrêmement volatile, compétitif. Dans le port, c'est un marché mondial. Fait que nous autres, comme petite entreprise, je n'ai pas le choix de me démarquer pour tirer mon épingle du jeu. Les stratégies, mettons, de développement, depuis le départ, ce que j'essaie de travailler, parce qu'il reste qu'un client n'est jamais gagné. On peut le perdre n'importe quand. Puis dans mon cas à moi, étant donné que je suis producteur, il faut que je sache 1 an d'avance combien de parts je vais vendre la semaine prochaine. Fait que je ne peux pas me permettre de vendre à quelqu'un une semaine puis pas vendre l'autre. Moi, dans le fond, on a mis la barre bien haute. On est spécialisé dans le marché frais. J'ai 2 jours pour vendre mes produits, sinon ça s'en va au congélateur. Puis une fois que c'est au congélateur, on a parlé tantôt, c'est de l'argent qui dort, c'est des inventaires. Tu ne vas pas chercher de valeur ajoutée nécessairement sur du congelé. Fait que moi, j'ai 2 jours pour vendre mon produit. Puis, fait que ma stratégie, c'est de fidéliser les clients de mes clients. Ça a tout le temps été là-dessus que j'ai misé. Ce qui m'a bien réussi, encore là, j'ai eu de l'aide un peu de ma famille, ma mère, ma soeur, mais ce que moi j'ai fait beaucoup, c'est des démos. Aller en magasin, puis ça, c'est que tu fidélises en plus non seulement ton client, mais tu crées un lien avec le gérant qui est en place. Tu y emmènes des ventes dans son magasin. Nous autres, moi j'aime ça que le monde nous remarque. Fait qu'on monte des shows, j'emmène du tapis gazon, on met ça formule camping. Les serviettes, les chaises de plage, puis là, on fait une démo de saucisses ou peu importe le produit selon la saison. Fait que ça amène des ventes, ça amène du véhicule, ça fait jaser, puis là, le client est content. Puis à travers ça, tu fidélises le client de ton client. Fait qu'après ça, si pour quelque raison, on n'est plus capable de vendre là parce qu'il y a un gérant qui a changé, mais souvent, c'est le client qui va demander le rang 4 puis qu'il vienne qu'il rentre
par défaut, même s'ils ne veulent pas. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais c'est là-dessus que je travaille. Facebook, Instagram, TikTok. Ça, je pense que c'est devenu un incontournable. C'était pas mon... Laurent Dagenet est devenu une marque. C'est un chef connu au Québec. Étienne Nadeau. Les influenceurs sont devenus des propres marques. Moi, j'ai commencé un petit peu sur le tard à ça. Je suis pas, comme je disais, je ne suis pas une personne qui aime ça aller me mettre. Je suis plus une personne en arrière des projecteurs. J'aime pas ça aller me mettre en avant. Mais on n'a pas le choix, je pense, aujourd'hui de le faire. C'est compliqué. C'est pas vrai que c'est facile, ça se fait tout seul. Il faut mettre les bonnes informations. Puis à travers ça, il y a tout le côté un peu le fun là, que j'essaie de garder encore l'humour. L'humour, c'était un peu mon véhicule là, pour me cacher en arrière du stress. Quand tu t'emmènes quelque chose de le fun à un client, on dirait que ça enlève la pression, ça change les idées. Fait que moi, j'ai tout le temps été un peu dans l'humour. Puis j'ai ma fille qui travaille pour nous autres dans une de nos succursales. Elle a fait un TikTok qui a été vu par 208 000 personnes. On trouvait ça super le fun, mais c'est pas moi qui vais aller danser devant les caméras. Puis après ça, récemment, on vend quand même considérablement pour une moyenne entreprise, mais on est peu connu. Fait que je trouvais que mon entreprise, elle manquait de visibilité, justement, parce qu'on est moins sur les médias sociaux. Fait que j'ai engagé une compagnie pour m'accompagner là-dedans qui s'appelle Agro-Québec. C'est du positionnement de marque aussi, m'aider dans les relations. Quand tu es bien impliqué dans ton entreprise, on est plus proche de nos sentiments. Fait que des fois, la pression monte. Fait que Agro-Québec sont là pour m'aider en relation. S'il y a des enjeux au niveau d'une commercialisation ou au niveau des relations publiques, peu importe c'est quoi, ils m'aident pour justement, moi je m'efface un peu. Puis on fait des stratégies, ils vont écrire des lettres, ils vont m'aider à passer des échecs. Puis pour me positionner aussi, puis à travers LinkedIn, le CETAC, le CIAL, on est allé au salon de Sobeys ensemble voir les nouveautés, puis ils m'épaulent aussi au niveau des nouveautés, puis nos produits à venir. Pour les produits à venir, justement, on a une stratégie qu'on a mis en place depuis 1 an, c'est un catalogue de promotion. Dans le fond, comme je disais, quand moi je me présente dans un magasin, ça me prend de la viande autour de là, ça me prend de quoi dans mes mains, je ne peux pas arriver avec rien. Fait que les promotions, pour moi, c'est quelque chose de vraiment complexe parce que c'est des nouveaux produits à chaque saison. Par contre, dans les magasins, le monde aime ça avoir de la nouveauté. C'est ce qui fait la complexité des nouveautés. C'est le risque d'erreur de code, la formation de personnel, la recherche et développement qui est à travers ça. Fait qu'on a osé, puis ça a fonctionné. Le monde il nous offre des tombeaux, on a plus de visibilité dans un magasin parce que ça amène des couleurs dans le magasin, puis ça amène une rétention de leur clientèle. Il ne faut pas oublier, des fois, on a peur des bannières ou des plus gros commerces. Eux autres aussi, ils ont beaucoup de compétition, puis eux autres, ils cherchent comment se démarquer. Fait que quand tu innoves, quand tu arrives avec une proposition qui voit moins, eux autres, ça leur permet aussi de se démarquer. Fait qu'ils sont quand même ouverts à ça. Puis, il n'y a pas juste le prix. Il y a, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que le prix, on est tout le temps en maître de notre prix. Quand tu arrives avec un produit différent, c'est à nous d'établir le prix. Si tu mets un prix trop cher parce que tu n'es vraiment pas efficace ou organisé, mais ça se pourrait que ce soit le consommateur qui n'ait juste pas les moyens de l'acheter. Par contre, avec un produit, mettons, qui est un peu unique, que tu as un bon système de production, ça peut permettre d'aller chercher des belles marges, puis sans avoir une pression de compétition, parce que le but, c'est d'être de se différencier le plus possible des grosses entreprises. Au niveau de l'innovation, dans le fond, au courant, mettons, on parlait de maillage tantôt, de relations, je pense que c'est la clé du succès. Se promener, aller voir c'est quoi qu'il y a, faire des rencontres. Puis à travers des rencontres, il n'y a pas juste au niveau de la protéine. Des fois, ça peut être dans les sauces.
des partenaires qui veulent pousser des produits. Puis ces partenaires-là, des fois, sont aussi bien au courant des nouveautés sur le marché, fait qu'ils peuvent nous faire des propositions. Puis à travers ça, ben, on peut arriver avec une présentation chez des clients, puis là, sont plus, sont plus allumés, sont plus intéressés aux nouveautés. Nous autres, mettons, je peux parler les sauces avec Vital, mais on a un client depuis une dizaine d'années qui s'appelle Pied de Cochon. Pour moi, c'est un fleuron au Québec. Fait que on a fait un partenariat pour des recettes. Puis avec un site de pommes, on a les recettes à l'endo. Pour terminer, j'ai mis ici en diapositive, mettons, des produits qu'on a faits. Le T-bone de porc, on l'a vu de ces marchés cette année. Ça fait 10 ans, une dizaine d'années qu'on commercialise ça. Nos produits fumés avec notre fumoir. Les échines de porc, que c'était surtout des produits qui étaient destinés à l'exportation, qu'on commence à voir de plus en plus sur les tablettes. Puis j'ai mis ici en quelques photos un peu de l'évolution de nos travaux, comment qu'on a commencé, que le porc est bien ancré dans notre famille depuis plusieurs années. Puis c'est avec ça, mettons, cette passion-là pour ce qu'on fait chez nous depuis toujours, qu'aujourd'hui, ben, je suis bien fier d'avoir ma propre mise en marché puis transformer la totalité des porcs qui sont produits chez nous. J'ai laissé une petite photo en plein milieu, là, les fameuses pots de peinture Durand 4 qu'on avait faites là, pour Pâques avec un mélange d'épices au sirop d'érable. Puis en haut à gauche, c'est ma fille là, qu'on filmait là, pour faire des TikTok. J'aime pas ça, les médias sociaux, mais je suis bien bon pour pousser mon monde autour de moi à se mouiller. Fait que on a bien du plaisir là, quand même à faire ces publicités-là. Fait que je vous remercie. S'il y a des questions, je vais être ouvert à tous. En passant, Marc-André, super présentation. Écoute, tu parles à un ancien producteur de porc, fait que tu m'as fait revoir plein de choses. Ce que tu produis en ce moment, c'est déjà été un de mes rêves. Fait que c'est le fun t'es quand même. C'est un témoignage assez inspirant, là, tu sais. Fait que à date, là, je ne vois pas de main levée, mais en tout cas, je te fais encore mes félicitations. Ben, merci. Et puis, je voudrais remercier aussi Annie Cossette et Mme Laurence Tardif là, pour la richesse de leur intervention. Un grand merci également à vous, agricultrices et agriculteurs, pour votre participation active.